Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour la première table ronde de l'année 2021 avec Gazda, Goldie et Dragan. Et on va parler des tables nombreuses. Enfin, ils vont surtout vous parler des tables nombreuses. Donc, quelles sont les difficultés des tables nombreuses? Est-ce que c'est un avantage, un désavantage? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a beaucoup de monde autour de notre table? Est-ce qu'il faut faire des choses différentes? Je n'en sais rien, on va voir. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter tout simplement en commençant par Goldie. Eh bien, bonjour, du coup, moi c'est Goldie, je suis un petit peu sur Twitch depuis à peu près un an, avec ma chaîne sur laquelle je fais du jeu de rôle, mais aussi des sessions parfois de loup-garou avec beaucoup de monde via Discord. Et je suis aussi le MJ de la chaîne Les Dés sont jetés, donc un petit actual play, voilà. Ok, ça marche. On mettra peut-être les liens dans la description si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Gazda. Moi, je suis rôliste depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, surtout en tant que meneur. Et je suis scénariste et auteur de jeux de rôle, dont Projet Ice, qui va arriver courant cette année. Ok, ça marche. Et ça consiste en quoi rapidement, Projet Ice? Projet Ice, c'est vous êtes des thérapeutes et vous êtes envoyés dans le rêve ou le cauchemar d'un patient pour essayer de soigner, voire même d'extraire sa névrose. Ok, ça marche. Et finalement, Dragan. Ok, moi c'est Dragan. A priori, je suis le dinosaure de la table ronde, vu que j'ai commencé dans les années 80. À part ça, je travaille moi aussi d'arrache-pied sur mon propre jeu de rôle qui s'appelle Le Fil d'Argent et dont on peut retrouver une page Facebook du même nom. Et en très très court, c'est quoi le fil d'argent? Alors, Le Fil d'Argent, c'est un jeu où les personnages sont des historiens de l'art qui vont aller dans le passé assister à la création des œuvres d'art et ça va les plonger dans des situations difficiles. Ok, ça marche. Très bien, très bien. Donc apparemment ici, tout le monde est expert des tables nombreuses. Donc une table nombreuse, on va essayer de déterminer de combien de personnes on parle. Ça va être la première question. Pour vous, qu'est-ce qu'une table nombreuse? 10, 20, 30, 100 personnes, 200 personnes? Enfin, à quel moment vous considérez que votre table commence à être nombreuse? Et est-ce que peut-être il y a différentes catégories de tables nombreuses? Il y a un peu des paliers, je sais pas. Donc je propose que Goldie, tu commences. Alors, tu es allé dans les extrêmes en citant plusieurs dizaines de joueurs, mais une table nombreuse, moi, de mon point de vue, ça va dépendre de la capacité du MJ à être à l'aise avec son propre système et à pouvoir le faire jouer à un certain nombre de personnes. Donc, suivant la capacité du MJ, ça va commencer à partir de 6 à 8 personnes, on va dire. Je pense que quand on arrive à la dizaine de personnes, c'est là où, comme tu disais, on va peut-être basculer sur des paliers avec donc une dizaine de personnes, puis après plusieurs dizaines si on part sur des systèmes vraiment très particuliers. Mais déjà, 6 à 8 personnes, c'est déjà une belle table. Gazda, t'es du même avis? Oui, moi je pense que oui, c'est 6 personnes. En fait, dans l'idée, je prends surtout l'allégorie de la table où on mange tous. Une table de 4 sur lesquelles on peut rentrer à 6. Pour un humain normal, c'est gérable. On peut discuter avec les 6 personnes, on peut servir le dîner, on est habitué à ce genre de choses. Par contre, si on rajoute une 7e personne, dont le MJ, ça casse tout notre rythme, ça casse la manière dont on perçoit l'environnement autour de nous. Donc c'est pour moi que si on joue à un MJ et 6 personnes, donc 7 autour de la table, là pour moi ça devient table nombreuse parce on doit réinventer la manière de jouer ou la manière de interagir entre les personnes. C'est intéressant parce que je crois que... Enfin, je sais pas d'où vient ce chiffre, etc. Mais je crois qu'en management, c'est pareil. On dit souvent qu'à partir d'un certain seuil critique un peu, il faut décomposer les équipes. Et je crois que c'est pareil, c'est 6-7. Dragan. Moi, c'est comme Kasda. Une table nombreuse, c'est quand j'ai plus de 5 joueurs. Parce que au-delà de 5, je dois modifier mon mastering. Il y a pas mal d'éléments que je dois changer. Je peux pas faire comme j'ai l'habitude de faire pour 4 ou 5. Et rapidement, c'est quoi les tables les plus nombreuses que vous ayez dirigées ou dans lesquelles vous ayez joué? Alors, j'ai eu une expérience de crossover avec un MJ qui avait maîtrisé 2 tables de 6 joueurs en même temps. Il allait d'une pièce à une autre. Le but de cette session spéciale, c'était que les 2 groupes s'affrontent. Alors, c'était assez marrant à faire, mais finalement, on a tous très peu joué individuellement ce soir-là. On s'en rappelle parce qu'il y a eu une scène très drôle, mais sinon, ça n'a pas été un concept qui a été renouvelé. Et sinon, en table très nombreuse, il y a une autre façon de faire que moi j'ai animé, c'était un jeu de rôle, la fin de ma campagne de Trône de Fer en version grandeur nature, où là il y avait 38 personnes, mais on était totalement débarrassé des systèmes de jeu
qu'on peut avoir autour d'une table. Ouais, c'est vrai que j'avais même pas pensé à cet aspect-là. Le GN, finalement, c'est quand même. On est hyper nombreux. Après, c'est très différent parce qu'on peut jouer individuellement, etc., se séparer, etc. Mais ouais, effectivement. Toi, Gazda? Moi, ce sera plus sage, c'est 11 personnes. C'était pareil, deux tables qui étaient séparées, qui jouaient au même moment dans une salle et qui se retrouvaient à la fin sur le grand final. Alors moi, j'ai masterisé une table de 10 personnes totalement novices qui n'avaient jamais touché au jeu de rôle. Donc en plus, il y avait la limite de il faut apprendre les règles en même temps. Mais par contre, en tant que joueur, j'ai participé aussi à une table, comme vous l'avez dit vous aussi, qui était séparée en 2 parties, où c'était un petit peu les gentils contre les méchants, pour être très C'est ce qu'il y a de caricatural. mieux presque, hein. Et voilà, les 2 groupes étaient opposés et ça a amené à un conflit, final qui était plutôt intéressant, même si je me rappelle être mort comme une merde, mais bon, ça, c'est autre chose. Du coup, je pense qu'a priori, pour la plupart des gens qui vont voir cette vidéo, ils vont sûrement avoir plutôt eu des mauvaises expériences en ayant essayé de jouer avec trop de monde. Je pense que c'est un truc qui arrive souvent d'ailleurs quand on maîtrise pour la première fois, parce qu'on veut discriminer personne, on sait pas à qui ça va plaire, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des tables très nombreuses et qui peuvent parfois être traumatisés. Et il faut en parler. Et du coup, je propose qu'on commence par parler de ce que sont pour vous les désavantages de jouer avec une table nombreuse. En commençant par Goldie. Bah, déjà, la première chose, ça va être que c'est particulièrement fatigant. Déjà, mener une partie de jeu de rôle pendant toute une après-midi, c'est déjà pas de tout repos parce qu'on doit se donner, on doit avoir un certain nombre d'interactions, d'acting, etc. Et avoir en plus à gérer donc autant de personnes autour d'une table, donc potentiellement d'éventuels petits conflits ou faire un peu la police par moment, parce que ça devient inévitable sur une table nombreuse, pour ramener un petit peu, recentrer un peu certains joueurs dans le droit chemin quand on en a besoin pour faire avancer le scénario. Bah, au bout d'une après-midi, c'est encore plus crevant quand on a à le faire avec une dizaine de personnes, voire même 6 ou 8 personnes, par rapport à 4 personnes où les 4 vont être autour de la table, très focus sur ce qu'ils font. Donc déjà, je pense que l'aspect fatigue physique, pour moi, c'est l'aspect le plus compliqué, heu, dû à tout ce que va amener, en termes de problématiques une table nombreuse et dû au fait que pour intéresser autant de monde à la fois, bah, il va falloir faire un travail de MJ encore plus développé, encore plus poussé et notamment avoir un acting encore plus irréprochable ou encore plus passionnant, quoi, on va dire. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, je dirais que, eh bien, il y a potentiellement plus je l'ai presque un peu cité déjà, mais il y a potentiellement un peu plus de divergence autour d'une table où il y a plus de personnes, des petits conciliabules qui vont se faire à droite, des personnes qui vont pas suivre à gauche parce qu'ils vont avoir sorti leur téléphone ou je ne sais quoi, même si on va essayer de bannir ce genre de choses, en arrivant, autour de la table. Il peut y avoir comme ça un peu plus à faire la police au global sur une table nombreuse que sur une petite table. Pour moi, c'est le gros désavantage, d'une table nombreuse. Ok, c'est intéressant. Je vais passer la parole à Gazda. Et Gazda, je te propose d'aborder un autre sujet. C'est est-ce qu'il n'y a pas des avantages pour les joueurs? Parce que là, globalement, c'était des avantages pour le MJ, des difficultés à mener. Alors, pour les joueurs, il y aura toujours des désavantages sur les tables nombreuses. Je travaille actuellement sur une étude ça fait 5-6 ans sur la position des personnes autour d'une table, vraiment la programmation. Je vais montrer surtout au MJ comment on place les gens en fonction de leur personnalité. Et quand on a une table vraiment nombreuse, c'est très difficile pour les personnes qui sont un peu plus, qui ont des difficultés à parler, qui sont très timides, de pouvoir s'exprimer. En fait, comme l'a bien dit Goldie, c'est quand on fait les tables nombreuses, surtout l'histoire qui a primé. On va pas pouvoir développer l'histoire de chaque personnage autour de la table pendant une partie, 2 parties, 3 parties. Ça va être très compliqué. Et donc, les personnes qui sont plus timides que d'autres, elles auront du mal à prendre la parole. Elles vont suivre une personne désignée autour de la table qui sera un peu le référent. Elle va jeter les dés comme tout le monde, ce qui fait que ça va être difficile. Il va y avoir, pour moi, dans les tables nombreuses, imaginons de 11, il y a 5 personnes qui vont jouer. Les autres, ça va être des suiveurs. Et c'est moi, ce qui me pose problème, c'est que j'aime bien que chaque joueur autour de la table reparte avec des souvenirs
et se soit amusé. C'est un peu, comme tu dis dans les autres vidéos, c'est un peu le succès d'un MJ, c'est qu'une partie s'est bien déroulée. Et que là, pour moi, je vois pas comment on peut faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole dans des parties nombreuses. On a ici l'opposition qui... qui vient d'apparaître. Non, mais ça va être intéressant. Avant que je pose enfin que j'ai des idées de questions, je te passe d'abord la parole, Dragan. Toi, qu'est-ce que tu penses? Quels sont pour toi les principaux désavantages, surtout s'il y en a qui pour toi n'ont pas encore été cités? Ok, va y avoir une fatigue générale, parce que quand il y a beaucoup de monde, ça va générer un bordel avec un bruit diffus, donc ça va être compliqué de se concentrer. Si on joue en physique, on a une perte de confort individuel, donc à moins de jouer à Versailles, mais chacun bien poser ses affaires, sa brouette de dés, voir son ordi, son livre, etc. Donc se serrer, c'est pas forcément évident. Le fait d'être nombreux, on va tous perdre, je parle du point de vue des joueurs, un temps de jeu individuel. Et si en plus le scénario est un peu chargé, que le MJ a beaucoup de descriptions à faire, on ne peut pas se permettre de faire un audiobook. Il faut que les joueurs jouent. Les joueurs, effectivement, risquent de sortir du jeu. Il y aura des hors-sujets. Et par exemple, en physique, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai sur une table vraiment importante. Quand quelqu'un décroche, il va commencer à déconner avec son voisin et essayer de blaguer. Donc, c'est compliqué. Après, sur les systèmes longs, les systèmes complexes, pardon, les combats, quand ils sont longs, deviennent encore plus longs. Comme l'a dit Goldie, il va y avoir beaucoup plus d'efforts pour le MJ. Il faut qu'il développe plus de compétences, à la fois sociales et techniques. Et puis, il y aura également une perte d'informations. C'est-à-dire que quand un MJ fait une description à 4 personnes, s'il doit la faire à 6 ou à 8, il y en a un ou deux qui vont pas écouter, ou pas comprendre, et on va couper la scène parce que il n'a pas compris que la table était à droite et qu'il y avait une porte derrière lui. C'est la friction de communication. Et est-ce que vous pensez du coup, parce que qu'en tant que MJ, finalement, quand on joue avec une table plus nombreuse, on change pas un peu de rôle et on est plus un animateur qu'un joueur. Parce qu'on dit souvent le MJ c'est un joueur comme les autres. Mais quand on est plus nombreux, je me demande si c'est toujours le cas. Moi, j'ai jamais mené avec des immenses tables, etc. Moi, je joue avec mes potes, mais peut-être que... Est-ce que vous avez eu cette impression qu'en fait, quand vous êtes avec une table beaucoup plus nombreuse, vous êtes vraiment plus au service de la table? Alors, personnellement, je trouve que si les règles sont bien posées dès le début, il n'y a pas forcément à trop faire ce rôle de police et donc d'animateur qui va gérer le temps de parole, etc. Mais pour moi, le MJ, d'accord, il va jouer aussi, mais ce rôle d'animateur, il l'a de toute façon, qu'il soit avec une table nombreuse ou avec une table courte. C'est juste que dans une table nombreuse, bah, il va pas falloir qu'il se perde, et alors qu'il a plus d'éléments qui potentiellement peuvent le perdre en cours de jeu. Donc c'est là qu'est la difficulté, mais en soi, moi je trouve pas qu'il y ait tant une différence que ça dans le rôle du MJ, excepté le fait que, il faut être plus attentif, plus interactif et interprété pour, apporter une meilleure immersion. Parce que de base, le cadre, comme Dragan l'a dit, il y en a 2 qui vont rigoler dans un coin, d'autres qui vont pas écouter. Le cadre en lui-même va être moins propice à cette immersion, donc il va falloir, donner plus d'efforts là-dessus, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, je relève un mot comme ça, c'est facile quand on écoute, mais tu dis interactivité. Et je me demande si justement, quand tu as une table plus nombreuse, tu sais que chaque joueur individuellement va sûrement avoir moins de temps de parole. Donc, est-ce que justement, tu dois être pas un peu moins interactif? Que justement, tu dois juste distribuer la parole, être moins. Prendre moins de place finalement pour en laisser plus aux autres parce que tu sais déjà que de base ils ont moins de place. Enfin, je sais pas, c'est une proposition, je sais pas ce que vous en pensez, Alors, Gazda, Dragan. Je pense que à l'inverse, le MJ va devoir être beaucoup plus actif, puisqu'il va devoir tourner entre les uns et les autres. Je crois qu'à l'inverse, non, il a beaucoup plus de travail. Et c'est pas que cérébral, c'est verbal. Et ce que nous racontait tout à l'heure Goldie, je pense que la séance avec 10 débutants, il a dû finir à genoux son après-midi. Le truc aussi, c'est que dans tous les cas, MJ, animateur ou autre, le MJ, il a toujours une figure d'autorité. Donc, s'il a de la chance, les joueurs l'écoutent. Et après, faut quand même être capable peut-être de lâcher la prise s'il y a des joueurs qui décrochent, de continuer pour ceux qui suivent. Et puis voilà. Maintenant, on va parler des avantages parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages, hein, sinon il n'y aurait pas de table nombreuse. Ou alors peut-être qu'il n'y a pas d'avantages et que c'est juste
pour ne mettre à la porte personne qu'on fait des tables nombreuses, je ne sais pas. Donc, quels sont pour vous les avantages que vous avez trouvés dans votre expérience à jouer avec des tables nombreuses? Comme Gazda, ça fait un moment que tu n'as pas parlé, je propose qu'on commence par toi. À part moi, le social, le tissu social, comme vous l'appelez aussi sur la chaîne du Bon MJ, c'est surtout ça, c'est surtout quand on est en soirée, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, c'est qu'avec d'autres rôlistes, vous partagez parfois des anecdotes fun ou des batailles épiques et ce genre de choses, et généralement ça fait pas mouche. L'autre, si la personne en face, elle est polie, elle va rigoler avec vous, mais généralement, si on n'a pas vécu la partie et l'anecdote, généralement, on rit pas. Et le but pour moi d'une table nombreuse, c'est que lorsque vous êtes en soirée, vous pouvez parler de choses plus ouvertement, vous pouvez faire des private jokes plus facilement parce que vous avez déjà vécu une partie tous ensemble. Pour moi, c'est un avantage, vous en aurez peut-être d'autres, mais pour moi, le seul avantage, c'est de pouvoir discuter librement et faire plus de blagues en soirée parce que vous avez vécu les mêmes choses au même moment lors d'une partie de jeu de rôle. Ok, donc pour toi, il n'y a pas d'avantage intrinsèque à l'expérience de la table nombreuse sur le moment. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est mécanique de jeu. Je suis un rôliste qui adore les mécaniques de jeu dans le jeu de rôle au service de l'histoire. Et je suis très centré là-dessus sur comment on réfléchit, comment on jette les dés, comment ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que les tables nombreuses, pour moi, c'est pas une punition, mais c'est une expérience. Et puis, j'en fais une, deux, et puis pas plus. C'est pour ça que j'attends de voir le ressenti des autres. Ok, ça marche. Goldie, qu'en penses-tu? Alors, tu l'as un peu cité, effectivement. Un des avantages, c'est effectivement de pouvoir jouer avec un groupe de potes entier, qui ne soit pas divisé, qu'il n'y en ait pas une partie qui est jouée et l'autre partie qui se sente un petit peu exclue dans les conversations. Ça, c'est une chose, effectivement. Et je trouve que ça apporte un côté intéressant, justement, en cours de partie. Parce que si tu arrives à rassembler un groupe de potes autour d'une table de jeu pour jouer, potentiellement, tu vas avoir peut-être aussi plus d'échanges. Et du coup, là, je vais rebondir aussi sur ce que disait Dragan tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas avoir, toi, plus d'efforts à faire parce que justement, tu vas avoir plus d'interaction entre le groupe en termes de prise de temps de parole et tu vas pouvoir avoir des choses que tu n'as pas forcément sur une table avec 4 joueurs, admettons, comme par exemple des dissensions sociales qui vont créer 2 groupes différents, qui vont s'opposer sur une thématique particulière ou faire du jeu de rôle un peu plus politique, par exemple, ou des choses comme ça. Et je trouve ça intéressant parce on va avoir, alors effectivement, il va y avoir des meneurs et des suiveurs, comme a pu le dire Gazda aussi. Et on va avoir des groupes qui vont se former comme ça autour de ces meneurs, avec des suiveurs qui vont apporter crédit aux différents meneurs. Et je trouve que du coup, on peut avoir une mécanique et une dynamique dans le jeu autour de la table qui est complètement différente. Moi, du coup, j'aime bien tout ce qui est justement construction sociale qu'il va y avoir dans un groupe nombreux. Et je trouve ça assez intéressant de voir où ça mène. Il y a une grosse partie d'improvisation. Il faut être à l'aise avec l'improvisation parce qu'on ne sait absolument pas où ça va mener. Déjà qu'un 4 personnes, c'est pas toujours simple de savoir ce qu'ils vont faire. Alors quand il y en a 10, potentiellement, tu peux pas du tout, anticiper les pensées de chacun. Mais je trouve ça très intéressant personnellement et je trouve que c'est un gros point positif, alors qui est pas un point positif pour tout le monde, mais personnellement ça l'est, quoi. Oui, parce qu'après, tu peux avoir de la séparation de table un peu plus difficile à gérer dans une table nombreuse, non? Ouais, Ouais. exactement. Que sur une table courte effectivement ou, une séparation, dans une table de 4, tout de suite ça se vit comme un déchirement parce que, bah, tu coupes le groupe en 2 Tu perds la et moitié du truc, ouais. tu perds la moitié du truc, t'es plus que 2. Alors que là, un groupe de 10 que tu sépares en 2, ça te fait 2 groupes de 5 et quelque part, tu te dis: «Bon, déjà, ça apporte quelque chose d'intéressant et tu vas pouvoir rebondir dessus en termes de scénario». Ce qui est plus difficile à faire dans un groupe de 4 où tu vas plutôt avoir tendance à vouloir les réconcilier pour les ramener ensemble, en fait. Il y a un avantage qui n'a pas été cité, mais faut pas oublier que les parties de jeu de rôle, c'est des fois un truc qui se monte de façon un peu précaire. Donc, par exemple, sur une table nombreuse, on n'a pas besoin d'annuler la séance parce qu'il y a un joueur qui plante, qui se rappelle qu'il a aquaponé. On n'a pas non plus besoin de chercher un remplaçant quand il y a un joueur qui quitte la campagne. Moi, j'ai une table idéalement à 4. Il y a un joueur qui est parti pour différentes raisons. Bah, là, du coup, je dois passer du temps à trouver quelqu'un pour le remplacer et la campagne est en pause. Donc, les 3 autres s'embêtent, mais sur une table nombreuse, on n'a pas ce genre de souci. Également, sur une table nombreuse, c'est assez facile de faire son trou.
Parce que si, dans le cas que je raconte, quelqu'un qui va venir remplacer un quatrième joueur, il est face à 3 personnes, il peut se sentir pas forcément à l'aise, il faut qu'il se fasse accepter, alors que se faire accepter dans une table de 6 ou de 7, on va forcément trouver plus facilement des gens avec qui on va bien accrocher. Je pense qu'une table nombreuse, ça permet aussi de développer une petite communauté. Actuellement, je participe à une table assez conséquente et en marge des parties qui sont faites sur Discord, il y a des sessions d'Among Us, de Scribio, de Codename. Et donc, il y a tout un truc qui se fait. Tout le monde n'est pas obligé de s'entendre, mais ceux qui s'entendent ensemble se retrouvent et font des jeux et font d'autres choses à côté. Une table nombreuse, ça va aussi permettre aux joueurs discrets, qu'on a appelés les suiveurs, mais finalement, c'est aussi les wagons d'un même train. Les joueurs discrets, ils peuvent jouer sans se sentir obligés de prendre la parole, sans se sentir obligés de faire du roleplay. Il y en a pour qui c'est compliqué, donc ils vont à un moment se sentir à l'aise et se rappeler que c'est un jeu et qu'ils n'ont aucun risque à se lâcher un peu, mais voilà, il y a des joueurs comme ça. Et puis alors un dernier avantage que je vois, c'est que sur une table nombreuse, on n'est pas obligé de jouer un archétype. On peut vraiment jouer un truc original. Par exemple, dans un donjon classique, a priori, le schéma optimal, ce serait d'avoir une ligne de front comme un guerrier, un soigneur comme un prêtre, un contrôleur de terrain comme un magicien et un personnage versatile du type barde ou un voleur. Et avec tout ça, on peut faire face à un large panel de situations. À beaucoup, on peut très bien jouer un personnage folklore, un concept un peu délire, sans que ça prête à conséquence et sans que ça mette en péril la réussite du scénar. Ok, c'est intéressant. J'ai l'impression, détrompez-moi, que globalement, on parle de table nombreuse pour du jeu de rôle traditionnel et pas mal Donjons et Dragons. Dans le sens où, par exemple, il y a plein de jeux où sans aucun problème, je peux jouer un personnage archétypal. Donc, c'est pas un avantage intrinsèque à la table nombreuse de pouvoir jouer un personnage qui n'est pas archétypal. Là, c'est que dans le cas où je veux jouer à Donjons et Dragons avec beaucoup de monde. Mais est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins bien adaptés aux tables nombreuses, notamment quand j'entendais Goldie qui parlait des dynamiques de groupe, où il peut y avoir des groupes qui vont se confronter, etc. Ce qui, dans une partie de Donjons et Dragons, n'est pas vraiment, en général, le propos, parce qu'on est dans l'aventure, etc. On joue pas de la politique et tout. Donc est-ce qu'il y a des jeux qui se prêtent mieux à la table nombreuse et surtout des jeux qui pour vous sont même faits pour la table nombreuse peut-être, je sais pas. Moi j'en ai peut-être un, mais on va revenir un peu à ce qu'on a dit précédemment, c'est Star Wars, que ce soit aux confins de la galaxie ou que ce soit Conquête, ça me pose aucun souci. C'est le Jedi Sith de chaque côté contre Brandier, contre République, enfin ces tables nombreuses pour moi c'est dans ma tête c'est un grand final, donc on a 2 tables de chaque côté, on réunit tout le monde pour faire jouer la scène de fin, ou même juste une confrontation. Et pour moi, Star Wars, clairement, alors c'est un jeu traditionnel, sauf le système 2D. Le système 2D n'est que des symboles, il n'y a pas de chiffres dessus. Et pour moi, avoir un jeu où il y a 2 camps qui s'opposent et pas 4, 5, 6 camps différents, peut-être que sur Game of Thrones, ça te plaît à toi, Dragan, mais moi, ça me pose plus de soucis pour cadrer mes joueurs et leur faire comprendre l'univers. Là, c'est Sith, Jedi ou Empire et Rebelle, c'est simple. Et je pense que pour commencer une table nombreuse, vous pouvez utiliser vraiment Star Wars sans aucun souci. Avant que quelqu'un d'autre réponde, est-ce que vous pensez que par exemple, des jeux portés sur le combat, ça marche bien en table nombreuse? Et est-ce que quand on a du monde, c'est pas l'occasion de faire un jeu différent justement? Je serais plutôt inquiet effectivement sur des jeux qui sont très axés combat. Sur le fait des tables nombreuses. La table nombreuse où je participe, elle est quand même scindée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont inscrits à la même campagne, mais on a fixé une limite. Et c'est du Pathfinder, donc c'est un système qui est conséquent, et les combats sont longs. La dernière partie qu'on a fait, il nous restait 20 minutes de jeu. Le MJ a préféré arrêter le jeu plutôt que de lancer un combat qui, a priori, ne devait pas être très long. Donc, à beaucoup, ça peut être compliqué. Donc je suis pas sûr que les jeux où le combat sont importants soient indiqués pour des tables nombreuses avec beaucoup de joueurs présents à la même session. Plutôt d'accord avec ce qu'a dit Dragan, effectivement, les jeux où il y a des combats, généralement, les jeux où le combat prend une part importante, généralement, il va falloir repenser la mécanique de combat pour l'accélérer et la simplifier
histoire qu'on n'y passe pas des heures et surtout faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte dans le combat et qu'il n'y ait pas juste le guerrier qui est devant qui fasse tous les kills et que les autres s'emmerdent derrière, quoi. Donc effectivement, le combat, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais hors combat, en fait, c'est compliqué, enfin c'est plus compliqué aussi de gérer le temps de parole de chaque joueur parce que tu vas avoir les personnes qui vont parler de manière un peu plus importante, alors qu'en combat, tu dis bon bah c'est ton tour, toi t'as fini, c'est à toi, etc. Quand tu es hors combat, c'est plus libre. C'est-à-dire que le mec qui est diplomate dans le groupe, il va prendre la parole, il va parler avec les PNJ et tout. Les autres derrière, ils vont essayer de glisser un petit truc, mais ils vont peut-être avoir un peu plus de mal. L'avantage du combat, c'est que ça permet de répartir le temps de jeu entre les personnes, même quand tu es sur un système où il y a pas mal de monde. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu le système de combat pour accélérer les tours de chaque joueur et pas que tu t'emmerdes pendant 3 rounds avant de pouvoir jouer. Avant de jouer, ouais. C'est ça. Mais pour ça, il y a des mécaniques, on va les aborder après, enfin j'imagine. Mais ce qu'il y a, c'est que après, en termes de jeu, quand on est en hors combat, je trouve qu'il est intéressant de créer des sous-groupes, justement, dans le groupe important, histoire que chacun y trouve son compte et que chacun puisse avoir son temps de jeu, peu importe le type de jeu, qu'il soit narratif ou pas. Alors moi, je suis pas du tout un adepte du narratif, j'y ai jamais joué, donc je prendrai pas la parole là-dessus parce que je dirais certainement de la merde. Mais pour moi, si on fait même dans un jeu classique, alors la table de 10 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était sur du 3.5, mais aujourd'hui je fais plus du Pathfinder. Si on sort même du combat et qu'on va sur un jeu peut-être un peu plus politique, diplomatique, on peut quand même trouver des mécaniques pour répartir un peu plus le temps de parole et trouver un moyen que chacun y trouve son compte, soit en faisant de l'exploration, en ayant des phases où celui qui joue le voleur, qui est un petit peu plus discret, va pouvoir briller un petit peu dans le groupe, ou celui qui est juste un marchand qui s'est retrouvé par hasard dans le groupe va pouvoir négocier un objet important pour la quête. Bah, du coup, c'est vraiment aux joueurs aussi à faire la distinction entre leur personnage et celui des autres. Si jamais, pareil, comme tu dis, on doit négocier un objet face à un marchand, il faut que le barbare, il se dise pas, bah, moi j'y vais. Il faut qu'il y ait un travail à faire aussi. Ouais, voilà, il faut cadrer les joueurs et leur dire que tu agis que si c'est dans tes compétences, un peu dans l'idée. Sans le faire Alors après, impoli, bien sûr. ça peut être un peu dirigiste, mais si le barbare se met à vouloir négocier à la place du marchand, tu lui fais faire un jet avec un malus parce que quand il est en train de négocier, il a sa grosse hache dans la main et puis ça marche pas super bien et elle est dégoulinante de sang et tu peux essayer de l'extraire de la situation par d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si le joueur de son côté est conscient de ça aussi, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que de se dire, bon, ok, j'ai beaucoup de monde, je vais prendre un jeu adapté, t'es plutôt dans la démarche de bricoler le jeu. J'imagine, peut-être que t'as un jeu phare, tu vois, que t'es voilà, tout à fait louable. Mais genre, en gros, tu vas prendre par exemple un Donjon et Dragon vachement axé combat, inventer des mécaniques pour finalement jouer à Donjon et Dragon, mais pas vraiment parce que t'auras changé les mécaniques, pour ta table nombreuse. Je suis très bricolage dans les jeux de rôle. Et, Au niveau des mécaniques? Ouais, au niveau des mécaniques, et j'aime beaucoup casser des mécaniques pour les adapter à d'autres situations. Et le combat, notamment quand il est avec des tables nombreuses, généralement, je fais des sous-groupes au niveau des initiatives où je prends, bah, vous avez des initiatives de temps à temps, vous allez réfléchir en même temps à vos actions. Vous avez telle autre initiative, vous allez réfléchir en même temps, et vous avez la possibilité de réfléchir ensemble à vos actions pour faire des actions combinées. Et ça permet d'accélérer parce que ça va être, voilà, on passe à ce groupe-là. Vous, comment est-ce que vous gérez? Bah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. OK, vous me lancez tous un dé, hop, c'est parti, on fait le truc. On t'a un peu embrayé sur la question suivante, J'ai un peu envoyé. mais j'ai encore des divergences. Par exemple, moi, je me serais bien imaginé s'il y avait beaucoup de monde, faire jouer, je sais pas, une scène de tribunal, tu vois, par exemple. Tu vois, à la limite, Ah ouais. tu retires les règles. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait du monde, c'est l'occasion de jouer un truc, une scène où normalement il faut du monde, tu vois, genre ou jouer un conseil de guerre, ou jouer un truc comme ça. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, s'il y a des jeux qui s'y prêtent, ou est-ce que c'est vraiment vous jouez en table nombreuse parce qu'il y a du monde. Aussi, un autre truc, c'est que j'ai l'impression que vous parlez aussi un peu de campagne, notamment Dragan. Un des avantages que tu trouves quand il y a une table nombreuse, c'est qu'il peut y avoir des absents. Je peux répondre à ce que tu as dit avant, parce que finalement, c'est faire ça, que ce soit
un tribunal ou autre chose. Enfin, c'est du LDR, c'est du roleplay avec très peu de règles, où chacun accepte le rôle de son voisin. Je veux dire, si on sait que un tel c'est l'avocat, un tel c'est le procureur, un tel c'est le garde qui qui a les clés et un tel c'est le prisonnier, ils n'ont pas besoin de faire de jet. Je veux dire, le procureur, il va attaquer. Le juge, s'il dit taisez-vous, calmez-vous dans la salle, les gens vont se calmer. Le mec qui a les clés, qui est le militaire ou l'officier, il a l'autorité pour dire aux gens vous, asseyez-vous ou je vous coffre. Il y a pas besoin de règles. Comme il y a un socle commun pour comprendre de quoi on parle, ça fonctionne. Dans le cas de Donjon, ça va être un peu plus compliqué puisque il y en a un, c'est un guerrier à la hache, l'autre il dit ouais mais moi je suis un voleur subtil. On a besoin de systèmes pour les départager parce que chacun va croire qu'il peut mettre un petit coup et puis l'autre il peut la couper en deux. Mais ce que tu disais du tribunal, en fait, c'est tout bonnement du. On peut le faire en JDR, on peut faire des scènes dissociées de la partie, des scènes un peu délirantes ou surprenantes, et on peut faire ça avec tout. Ouais, ce que Goldie disait d'intéressant, c'est que les tables qui se déroulent bien, à ce que j'ai compris vraiment, qui a une bonne ambiance et qui avance, c'est des joueurs qui aiment jouer en tant qu'entité et pas en tant que personnage individuel, à ce que j'ai compris. Chaque joueur dans chaque groupe a son propre jet, ce qui Oui. amène au global une situation globale. Mais il y avait quand même des individualités dedans, il y avait quand même le nain qui voulait sa part du trésor et qui voulait pas partager, il y avait quand même enfin, tous les archétypes classiques de Donjons et Dragons étaient présents quand même, hein, ça, on n'en démord pas. Mais par contre, dans la question qui était intéressante de Hugo, c'est que en fait, être sur une table nombreuse et sortir des schémas classiques de Donjons et Dragons avec du combat, comme tu le proposais, avec par exemple un tribunal, ça permet d'aller chercher soit pas de mécanique, comme l'a dit Dragan, ce qui peut être adapté du coup avec n'importe quel jeu, soit des mécaniques totalement nouvelles. Et ça, pour ça, je vais donner juste un exemple que j'ai vu assez récemment, qui est la chaîne Roleplay That Movie, qui sur un live sur Twitch a fait un jeu de rôle où ils étaient assez nombreux, où en fait ils ont reproduit une petite entreprise avec des notions de barre de burn-out et de barre d'employés du mois, etc. Ce qui était assez intéressant et qui amène des mécaniques originales, mais aussi à casser un peu les codes classiques du jeu de rôle parce qu'on est nombreux autour d'une table, donc il faut trouver d'autres systèmes. C'était un peu là où je voulais revenir, même si j'avais du mal à le formuler. Parce que si, effectivement, c'est un peu une surprise, t'es un peu contraint de faire une partie à nombreux, bah tu peux... Moi, j'essaierais de modifier mon jeu pour l'occasion, parce que j'avais pas prévu qu'il y ait autant de monde. Mais si je savais à l'avance, par exemple, que on allait organiser un truc à beaucoup de monde, je me dirais, ah, c'est peut-être l'occasion de jouer un truc différent qui ne pourrait pas, à l'inverse, être facilement joué à 4 ou à 5. Mettons une scène de tribunal. Si on est 4-5, en fait, ça va être le MJ qui va incarner la majorité des PNJ du tribunal, alors que là, tu peux vraiment genre attribuer tous les rôles et faire un truc, ça peut être intéressant, quoi. Bah, dans cette idée-là, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Fiasco. C'est purement narratif, hein. Vous lancerez pas de jet de dés pour savoir si vous réussissez ou non vos discussions et ce genre de choses. C'est un jeu où on se met autour d'une table, imaginons qu'on est 8, et vous avez toujours deux éléments avec deux éléments d'histoire avec la personne à votre droite et deux éléments d'histoire avec la personne à votre gauche. Et le but, c'est que tout le groupe construise un film. Généralement, avec un gros drama à la fin, ça finit toujours mal. Mais par exemple, avec mon voisin de droite, je sais que j'ai une relation familiale et qu'on est en conflit à cause d'une statuette, par exemple. Et mon voisin de gauche, il me doit de l'argent et en plus, il a hérité d'un bâtiment qui appartenait à ma famille. Et en fait, avec tout ça, tout autour, on est tous en cercle, on doit construire une histoire, un film, et qui, à la fin, en fonction des fins heureuses ou des fins malheureuses qu'on a eues au cours de la partie, parce qu'en fait, on construit des petites scénettes, et on choisit soit on ouvre la scène, soit on la termine. Et si jamais je décide d'ouvrir la scène, c'est les autres joueurs qui la terminent. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour ceux qui aiment jouer quelque chose de narratif. Et après avoir fait 4 tours de table, ça crée la fin de l'histoire. Et je conseille à ceux qui veulent faire vraiment que du narratif, sans fiche de personnage, sans lancer de dés, Fiasco, c'est vraiment incroyable. Ok. Est-ce que peut-être Dragan, toi, t'as un jeu aussi que tu recommanderais pour les tables nombreuses? Un jeu qui s'y prête vraiment sans modification, peut-être, je sais pas. Non, j'en ai pas réellement.
Pour moi, ça va être la partie écrite et scénario. Et sinon, si on a beaucoup de monde, il y a une astuce qu'on pourrait utiliser, que j'utilise pour 4 joueurs ou des fois plus. C'est de temps en temps filer des PNJ aux joueurs. C'est-à-dire que s'il y a une scène où un joueur n'est pas présent, par exemple, j'ai un de mes PJ qui a une famille conséquente, ça fait partie de son background, et il a une sœur, une nièce, etc. On a un petit descriptif. Je prépare une fiche pour les 3 autres joueurs et je leur donne la fiche à chacun et ils font la scène tout seuls. Et là, on est totalement ouvert. C'est-à-dire que moi, je fais pas les PNJ. C'est eux qui font les membres de la famille. Du coup, ils jouent quand même et ils s'amusent. Et imaginons donc dans le cas d'un tribunal, bon, au lieu de faire tout le monde, ils peuvent éventuellement garder le rôle du juge pour histoire de cadrer tout ça, mais filer aux autres joueurs, à supposer que ce soit un des personnages de la table qui soit celui qui soit jugé, filer aux autres joueurs, par exemple quelqu'un qui fasse le procureur. Et on va sans doute avoir un partenaire de jeu qui va s'éclater à faire le procureur, à se battre pour essayer de mettre le PJ de son partenaire, de son voisin de table en prison. Donc ça peut donner des scènes assez chouettes. Et ça, filer un PNJ à un joueur, donc il ne joue pas son propre personnage, ça ne tient à pas grand-chose, que les PNJ dans les scénarios sont décrits en 2 lignes, éventuellement quelques caractéristiques. Et même si ce sont les caractéristiques de combat, on peut aussi filer ces PNJ-là, faire le combat à la place du MJ. Et comme ça, tout le monde joue. Et ça fonctionne. Et je pense que c'est une astuce pour une table nombreuse qui marche. Ok, ça marche. Donc maintenant, je vous propose d'embrayer sur un peu plus vos observations, trucs et astuces. Enfin, finalement, vos secrets et les clés que vous allez pouvoir offrir à tout un chacun ce soir. Sur votre manière de mener des tables nombreuses. Et donc, du coup, en précisant un petit peu le contexte, puisque, comme on l'a vu avant, il y a plusieurs façons de jouer, etc. Est-ce que vous faites du jeu traditionnel, des jeux adaptés, des jeux sans règles et tout? Comme ça donne un petit peu un cadre. Et donc, en commençant par Goldie, qui nous en avait déjà parlé un peu avant. Vas-y, Goldie. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu abordé le sujet. Trucs et astuces, alors astuces pratiques pour qu'une table se déroule bien, que ce soit sur un JDR tradi comme moi je le fais ou un autre type de JDR. Je pense que déjà, l'entente autour d'une table pour que quand un joueur lève la main, par exemple, c'est pour qu'on lui laisse la parole et qu'il y ait une sorte de, pas de bâton de la parole, mais un système pour se passer simplement la parole. Déjà, ça permet de simplifier un peu la gestion autour de la table et d'avoir une bonne entente sans que les gens essayent de se parler les uns par-dessus les autres en disant que voilà, ce sceptre de la parole, il fait foi, il fait loi et il faut s'y tenir. Donc ça, c'est une première chose. Après, j'en ai parlé sur différentes mécaniques pour accélérer un combat où on va pouvoir faire jouer des joueurs en même temps, pouvoir, pareil, au niveau des adversaires, tous les jouer en même temps, histoire de gagner du temps. Si on est dans des situations aussi de guerre, il peut y avoir des jets globaux où, en gros, ça va être l'armée qui va faire un jet au global pour savoir combien de dégâts est fait au global en face. Et puis derrière, les joueurs vont se prendre plus ou moins de dégâts, ça peut être des choses comme ça. Et puis après, dans des phases hors combat, moi je sais que j'ai fait parfois appel à un second MJ, ça a pu arriver, sur des phases de commerce, par exemple, où je sais que les joueurs sont dans une ville où ils vont s'éparpiller dans tous les sens parce qu'ils veulent soit acheter un arc, soit aller s'acheter une nouvelle armure, etc. Que ça va partir dans tous les sens et que ils vont marchander un peu partout. Là, j'ai fait appel à un autre MJ que je connaissais bien, qui, pour le coup, lui faisait ses négociations dans un coin, moi je les faisais dans le mien et à la fin, le groupe s'est retrouvé et on a pu faire, une session un peu de shopping, on va dire, mais, accélérée parce que, il y avait, c'était séparé en 2 groupes. Bon, ce qui était génial, c'est qu'ils voulaient rien négocier, donc du coup, les joueurs, pas trop, se sont pas trop enrichis sur les marchands, mais bon. Ok, donc là, concrètement, c'est pour jouer à Donjons et Dragons à très nombreux. Et je me souviens Ouais, tout à l'heure, tu as dit que les phases de combat, c'était simple parce que c'était du tour par tour, alors que les phases de non-combat, c'était plus ouais, du c'est tour plus par tour. complexe. Est-ce que c'est pas Mmh. pertinent pour toi de mettre du tour par tour dans les phases où c'est pas du combat?
Ça peut arriver si on voit qu'il y a un déséquilibre. Et il y aura toujours un déséquilibre autour d'une table parce que d'un point de vue social, il n'y a jamais d'équilibre dans les prises de parole autour d'une table. Et ça peut être intéressant quand on voit qu'une personne a déjà pas mal parlé, de la mettre un peu de côté pour faire venir d'autres personnes. Mais ça se fait pas forcément sous forme de tour par tour. Alors moi, en tout cas, je l'ai jamais fait comme ça. Mais ça pourrait être intéressant de réfléchir effectivement à un type de système pour intégrer du tour par tour là-dedans en disant non, c'est bon, toi, tu as eu ton temps de parole, on passe à un tel, etc. au fur et à mesure. Mais j'ai peur que ça devienne très carré et peut-être un peu trop carré justement pour les joueurs qui autour de la table vont se dire bon, c'est plus à moi, du coup, je vais pas suivre, je vais faire autre chose, quoi. Mm. Alors que concrètement, si ils savent qu'ils peuvent intervenir à tout moment, bah, ils vont un peu plus écouter, un peu plus se pencher dedans et peut-être intervenir. Mais après, le but, c'est d'être le médiateur de la conversation et de répartir le temps de parole. Pour ça, moi, je vous conseille d'aller masteriser une bonne dizaine de parties de loup-garou avec entre 20 et 30 joueurs. Vous saurez organiser les temps de parole et dire, toi, c'est bon, tu as assez parlé, un tel, on veut l'entendre. Mais il n'y a pas forcément besoin pour moi de système pour apprendre à faire ça, quoi. C'est vraiment du travail de pas de conférencier, mais de médiateur dans un groupe pour gérer la parole, quoi. C'est intéressant. En fait, je pense que s'il y a beaucoup de monde, effectivement, le tour par tour, c'est pas terrible parce que tu te dis, ok, c'est bon, moi j'ai parlé, maintenant C'est ça. j'attends. Alors que, à l'inverse, si t'as aucun système de gestion, ça peut être compliqué parce que, mais même à une table peu nombreuse, hein, quand tu dis que faites-vous, c'est toujours le même qui parle, tu vois. Euh, C'est ça. Et du coup, tu peux peut-être. Le truc, c'est peut-être justement d'être le distributeur de la parole, que les gens prennent pas la parole. Comme ça, ils sont obligés d'être à l'affût quand même, parce qu'ils sont pas obligés d'être à l'affût du tour de table, mais à n'importe quel moment, ça peut être à eux de parler. Et toi, tu fais le chef d'orchestre, quoi. Ou alors tu fais du tour par tour, mais avec un chrono ultra élevé, tu vois. Genre en mode, tu joues un truc de scène d'action. Et genre, en fait, le mec, il a 30 secondes pour se lever de sa chaise, dire ce qu'il va faire, jeter le dé au milieu de la pièce et recourir jusqu'à sa chaise, tu vois. Alors ça, le timing, cela dit, le timing, c'est déjà une mécanique que tu peux mettre en place dans le jeu de rôle. Alors, initialement dans le combat, hein, pour créer la situation d'urgence en disant, voilà, il se passe ça, toc, t'as 10 secondes, qu'est-ce que tu fais? Et tu peux aussi effectivement le mettre en place dans des phases hors combat, un peu d'urgence. Mais si tu es sur une phase de négociation ou de diplomatie, les joueurs vont trouver que c'est assez déconnecté avec la situation. Et de même que le tour par tour, si on est dans une phase de négociation et d'échange cordial avec une personne, dire bon bah c'est bon, toi tu as eu ton tour, on passe au barbare, qu'est-ce qu'il dit? Bah ça va pas amener grand chose dans la discussion, quoi. Donc le tour par tour, oui, mais il faut que ce soit pertinent avec la situation en particulier, quoi, aussi. Dragan. Alors, les trucs et astuces, donc ce qu'on cherche, c'est solutionner les désavantages qu'on a listés tout à l'heure. Déjà, je pense que le MJ, il n'a pas besoin d'assister à chacune des conversations. Et donc, moi, ce que je fais quand j'ai beaucoup de monde, j'encourage les joueurs à faire du RP entre eux. Si jamais la scène que le MJ fait avec certains joueurs ou certains personnages, d'autres ne sont pas dedans. Ils peuvent, du moment qu'ils font du RP, alors s'ils font pas du RP et qu'ils ont envie de raconter autre chose ou qu'ils veulent parler du dernier film, pourquoi pas. Mais comme ça leur permet de rester dans le jeu. Un truc aussi pour éviter la pollution et d'avoir le MJ qui est interrompu tout le temps, c'est de désigner parmi les joueurs quelqu'un qui va être l'expert des règles. Il y en a toujours un, peut-être même qui connaît souvent même mieux le jeu que le MJ lui-même. Et donc quelqu'un vers qui les autres joueurs vont pouvoir poser des questions techniques sans rajouter le volet technique au MJ. Je pense que sur une table nombreuse, plus que jamais, on doit avoir un contrat social. Je sais que le mot est désagréable pour certains, mais il faut expliquer que c'est avec plaisir qu'on masterise pour beaucoup plus de joueurs que d'habitude, mais qu'on va pas y arriver s'il y a le bordel pour les inscriptions. Dans les autres astuces, je dirais filer des rôles de PNJ à des joueurs dont les personnages ne sont pas dans une action, donc du type un garde, l'aubergiste, avec quelques petites infos. Alors, soit sur une feuille déjà prête, soit on lui file des infos en douce. Concernant les combats, pour éviter que les gens partent un peu dans tous les sens, il y a un système qui est pas de moi, mais qui fonctionne très bien, qui est pratiqué sur la table où je joue. C'est que l'initiative, elle est gérée uniquement par le MJ, qui a un petit programme, il connaît tous les bonus des uns et des autres. Et donc, du coup, on est tous attentifs.
Et quand il dit, bah, c'est au guerrier, c'est un tel, lui doit agir tout de suite et on n'est pas au courant de quand est-ce qu'on va agir. Alors, on sait bien que certains ont des bons scores d'initiative, mais c'est pas pour autant que un voleur va pas agir en dernier. Et donc, ça oblige tout le monde à être focus et concentré, et ça fonctionne bien au niveau de la dynamique. Et puis, bah, une dernière astuce, c'est d'encourager à ce qu'il y ait une communication entre les joueurs. Alors, sur un one-shot, ça ne sert pas à grand-chose, mais sur une campagne, c'est plus utile. Qu'il y ait un petit salon type Discord. Je sais que Hugo, tu as déjà ça dans les tuyaux ici, où les gens qui sont là bah, vont pouvoir partager autre chose que du JDR et également se connaître et ainsi se retrouver avec plus de plaisir dans les parties. Ok, ça marche. Gazda, est-ce que toi qui es du parti contre, non, je rigole. Est-ce que tu as trouvé quelque chose à dire dans les astuces à part simplement sélectionner vos joueurs et ne pas les inviter? Feel good. Si, je vais sortir une expérience d'un MJ incroyable qui faisait dans le social lui aussi. C'est qu'il prenait, avant de faire une table nombreuse, il prenait deux tables séparées, dans le même univers, la même histoire. Il faisait jouer 4 à droite, et une semaine après, 4 à gauche. Ensuite, il mettait 2 de chaque table ensemble, 2 de chaque table de l'autre. Du coup, ça montait toujours à 4 à chaque table. Mais on avait déjà un croisement qui se créait, donc on pouvait déjà discuter de ce qui s'était passé de chacun de notre côté et avoir un début de relation intertable. Et pour la troisième partie, là, il a intégré les 8 personnes. Et la manière dont il a cousu un peu tout ce lien entre les joueurs fait que c'était hyper fluide pour ma toute première partie de table nombreuse. C'est une bonne expérience qu'après j'ai réitérée, et là je me suis dit, ouais, c'est le MJ qui fait la table nombreuse et pas l'inverse, quoi. Maintenant, je vous propose que Dragan nous fasse un solo. qui nous parle un petit peu des campagnes Westmarch. Ça peut être intéressant parce qu'on essaye, pour l'instant c'est prototypal, mais on essaye de faire un truc de la sorte sur le Discord. Donc Dragan, il va pouvoir un peu expliquer en quoi ça consiste. Dragan, qu'est-ce qu'une campagne Westmarches? Alors, Westmarches, j'ai plus le nom de l'auteur initial, mais en cherchant sur Internet, on peut le retrouver. Le pitch de la campagne, c'est la découverte d'un nouveau continent où tout est à explorer et pour lequel on n'a pas de carte. Donc, c'est un continent qui est hostile et dangereux, dans lequel arrivent des aventuriers qui vont rejoindre une guilde. Alors, les aventuriers, on peut avoir de tout. Des héros, des tricheurs, des types qui sont là pour rechercher de la gloire, des margoulins de toutes les espèces. Et ces aventuriers-là sont envoyés par l'Empire, donc le continent d'origine des personnages. Et l'Empire, plutôt que de perdre encore des soldats et des militaires, il préfère envoyer des aventuriers. Et donc, avec ce système-là, on peut jouer ce qu'on veut et chacun peut faire ce qu'il veut. Et en arrivant sur le continent, le meneur de jeu donne à chacun des personnages une ou deux infos, histoire qu'il ait un petit pitch ou des objectifs individuels. Et ensuite, le joueur attend l'opportunité d'atteindre un des objectifs qui le concerne, ou bien il va monter une expédition qui va l'intéresser, puisque l'expédition va être par exemple dans le sens d'aller fouiller la tombe de l'empereur Dieu, parce que lui-même, dans son BG, il sait qu'il a un oncle qui lui a dit connais-tu l'histoire de la tombe de l'empereur Dieu? Et pour que ça fonctionne, la table où je suis, le MJ établit quelques règles. Il y a 5 voire 6 PJ maximum par expédition. Alors ça, c'est pas grand-chose par rapport au nombre de personnages dispo, puisque là, on tourne à une moyenne de 15 joueurs environ, et chacun des joueurs et joueuses ont soit un personnage, soit 2 personnages. Donc en fait, c'est une guilde où il y a entre 20 et 25 personnages environ. Et ça permet aussi que quand des PJ sont partis sur une expédition et que le scénar, la session ne permet pas de terminer l'expédition, de pouvoir jouer un second personnage dans une autre expédition qui part. Un dernier truc à dire là-dessus, c'est que pour que ce système en tant que campagne fonctionne, il faut que le danger soit bien réel. On en a parlé tout à l'heure, mais sur une table nombreuse, c'est pas la campagne de 3 ou 4 personnages, c'est la campagne de beaucoup de monde. Et avec un univers dangereux, il y a des morts. Et ça, faut pas avoir peur de le faire. Et ça donne un côté bien réel.
Donc on peut jouer des personnages folklore puisque on est nombreux, mais il faut quand même faire attention. Et on peut arriver tous avec une idée un peu cool, mais la réalité du monde nous rattrape. Moi, sur cette campagne, j'ai déjà perdu un personnage qui était quand même plutôt bien construit. Et voilà, donc ça fonctionne bien. C'est dans cette campagne-là d'ailleurs qu'il y a ce système qui est mis en place sur l'initiative qui tourne. Et puis voilà, puis il y a plein de plots, et au fur et à mesure, les personnages, quand ils rentrent à la guilde, établissent un rapport, vont commencer à lister des repères géographiques, mais encore une fois, si on n'a pas de réelles compétences de cartographe, la carte, elle est un peu light. Donc quand les PJ, les joueurs préparent une expédition, et ben, ils peuvent très bien aller discuter avec d'autres personnages qui sont allés dans telle direction. S'ils le font, ils ont des infos. Bah, s'ils le font pas, bah, tant pis, ils peuvent très bien se retaper la même tribu de gobelours qui leur tombe dessus. Ok. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Sur le papier, avant d'essayer, j'y croyais pas trop, mais ça fonctionne bien et on s'éclate beaucoup. C'est marrant parce que moi, je pensais que dans le concept original de la campagne Westmarch, il y avait aussi le côté multi-MJ. Mais en fait, c'est pas enfin, après, campagne Westmarch, c'est un mot pour désigner un truc. C'est pas genre, c'est pas une science non plus. Mais du coup, une campagne Westmarch, c'est plutôt, il y a un hub et tout le monde peut partir plus ou moins. Enfin, C'est ça. quand tu C'est veux. ça. Il faut effectivement que le MJ, alors il est entouré, notre MJ est entouré par des joueurs et joueuses qui sont partie prenante, qui participent à plein de trucs. On a une joueuse qui gère extrêmement bien le calendrier, donc on sait quel groupe part à tel moment, donc on évite les problèmes de paradoxe. Je veux dire, si quelqu'un veut dire tiens, je suis à la guilde, je rencontre un tel, quelqu'un peut dire ah non, non, toi, cette date-là, tu es à 200 km au nord, et ainsi de suite. Donc le MJ a pas mal de travail, bien sûr, mais il peut se faire aider par les autres. Et en plus, c'est pas lui qui fait les résumés, puisque globalement, dans la mécanique, tu donnes également des points d'expérience, où l'autorité militaire qui encadre la guilde va filer une petite récompense quand il y a un rapport qui est bien écrit. Parce qu'en fait, tout ce que fait la guilde, finalement, ça sert l'Empire. Et à terme, on verra bien ce qui se passera sur notre table, mais il n'est pas impossible que les PJ se réveillent et disent il y en a marre d'écouter l'autorité de l'Empire, et maintenant, le nouveau continent, bah, c'est chez nous, et l'armée, vous vous barrez maintenant, c'est notre pays, c'est notre continent. Donc Ok. ça, c'est à très haut niveau, mais ça peut Et être ça une donne les astuce. États-Unis, quoi. Par exemple, C'est ça. au revoir l'Angleterre, et ainsi de suite. Nous, sur le serveur, on essaie de faire la campagne Red March. Alors, je suis plus tout à fait au fait du truc. J'ai participé à l'origine du projet, mais maintenant, j'ai donné les clés aux autres. Et en fait, donc, globalement, c'est le même concept, hein. C'est-à-dire que tu as un univers commun, les joueurs peuvent s'inscrire à des missions, sauf qu'il y a plusieurs MJ et qu'il n'y a pas de progression des personnages en tant que tels, pour simplifier l'équilibrage et le fait que n'importe qui peut se pointer à n'importe quelle date. En fait, le principe, c'est que les PJ sont des clones dans un vaisseau mère parti coloniser un nouvel endroit de la galaxie. Et le but, c'est que les MJ, ils créent leurs petites missions sur des planètes et tout. Genre, ils peuvent... Ce qui leur permet une certaine souplesse d'ailleurs, parce qu'ils peuvent chacun faire leur planète et faire leur propre mission et tout. Mais ils se mettent quand même d'accord un peu entre eux pour tendre vers une fin de cycle de campagne qui devrait tendre vers la construction d'un portail des étoiles pour ramener les mecs de l'endroit d'origine. Et du coup, les PJ sont des clones, donc ils peuvent mourir à fond, c'est pas grave, parce qu'ils peuvent réapparaître sous forme de clones. Et en fait, quand ils réussissent une mission, ils gagnent pas d'expérience pour eux, mais par exemple, ils vont trouver une nouvelle technologie qui va profiter à tout le monde, en fait. Un peu comme dans un jeu vidéo comme XCOM, je sais pas si vous voyez, où au début de chaque mission, tu choisis l'équipement que tu vas prendre pour la mission. Et donc, par exemple, au début, ils vont arriver un peu avec leur bite et leur couteau, entre guillemets. Et peut-être qu'après une mission, ben maintenant, dans l'armurerie, maintenant, il y aura un fusil sniper et tout le monde pourra le prendre. Et du coup, comme ça, bah, s'il y a des gens qui sont partis en mission la semaine dernière, toi, tu reviens et tu fais « Ah, maintenant, on peut prendre un fusil sniper, c'est cool !» Et ça fait un peu un truc un peu communautaire. Donc voilà, si ça, je sais pas si c'est encore une campagne Westmarch. Je pense que si, c'est un peu quand même la même chose. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. C'est, comme on disait, c'est un peu un prototype. On sait pas si ça a marché. Il faut des gens volontaires pour que ça fonctionne, tout simplement.
Alors, Euh, j'avais testé moi ouais. une expérience de jeu comme ça un peu similaire sur un serveur Discord où en fait il y avait aussi plusieurs MJ comme ça dans un univers inspiré de Dark Souls, donc très dark, où effectivement on pouvait mourir assez facilement et donc reroll aussi. Mais par contre on avait des progressions de personnages. Bon, ce qui amenait, donc on était des mercenaires avec différentes missions. Et ce qui amenait le fait que, eh bien, il y en avait certains qui bourraient les missions, hein. Ils prenaient plein de missions, ils s'inscrivaient sur plein de missions pour gagner plein d'XP et pouvoir du coup progresser dans la guilde. Sauf que bah, les missions de base, elles sont simples, elles sont pas trop dangereuses. Les missions d'après, elles commencent à être un peu plus dangereuses. Et il y avait des morts qui étaient assez tragiques parce qu'il y en avait qui avaient pas mal d'expérience, qui perdaient un peu bêtement des fois. Donc, mais c'est comme disait Dragan, il y a un gros travail d'archivage en fait sur ce genre de jeu qui doit être fait. Et c'est vrai que j'avais pas cette idée du calendrier, mais c'est une excellente idée d'avoir quelqu'un qui tient comme ça le calendrier et essaye de faire en sorte que tout soit cohérent. Nous, on l'avait pas forcément, ce qui fait que des fois, on croisait des personnages qui auraient pas forcément dû être là. Et même cette cohérence, moi, je j'avais pas envie d'en être garant, donc j'avais un personnage qui était amnésique, donc qui oubliait même les personnes qu'il avait déjà rencontrées, donc ça saoulait les autres joueurs, c'était assez drôle. Mais c'est intéressant comme système de jeu et c'est assez innovant et on voit ça fleurir un petit peu partout sur Discord maintenant, via cet outil qui justement permet d'être nombreux autour d'un même scénario. Et je trouve ça très intéressant personnellement. Bah, je pense que en plus, peut-être que dans des jeux, enfin, ça existait, tu vois, ils l'ont pas inventé, mais dans des jeux comme je sais pas, Blades in the Dark et tout, genre les trucs où t'as des horloges, des fronts, etc. Bah, c'est des outils qui se prêtent peut-être bien à ce genre de truc pour avoir vraiment un suivi de ce qui change en général dans l'univers, etc. Bref. Est-ce que vous voulez parler d'encore quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir pu dire quelque chose avant qu'on passe au conseil, au golden conseil, j'ai envie de dire, conseil personnel? Eh bien, je dirais que si vous n'avez pas essayé les tables nombreuses, eh bien, trouvez-en une, jouez-y, ou essayez d'en faire une. Faut sortir de sa zone de confort en permanence et découvrir et puis avoir de bonnes surprises. Ou des mauvaises, mais le mieux encore, c'est pas seulement de nous entendre, c'est d'y aller. C'est Ouais, bien c'est vrai. une expérience à vivre soi-même pour, je pense, se faire un avis. Comme tu dis, rien ne vaut l'expérience. Ouais. Ok. Du coup, on va passer à la cerise sur le gâteau. Goldie, Gazda et Dragan, vous allez devoir chacun donner votre meilleur conseil de jeu de rôle. Et dans les commentaires, vous pourrez voter pour savoir qui a donné le meilleur conseil. Non, je rigole. Bref. La pression. Donc, du coup, Goldie, vas-y. Oula, en plus c'est moi qui commence. Bon, je vais pouvoir utiliser une cartouche que les autres n'auront pas du coup. Euh, Personnellement, je suis un MJ qui est toujours très attaché sur l'histoire et sur le fait de vivre une aventure avant le fait d'avoir des systèmes de jeu. Et pour moi, ça va être très bien et très important de réfléchir au système de jeu qu'on va mettre en place en amont d'une table nombreuse pour vraiment perdre personne. Mais il faut pas perdre de vue non plus le fait que si on est tous autour de la table, c'est pour vivre une aventure et pour faire vivre une aventure aux joueurs. Donc c'est surtout ça pour moi qu'il faut garder en tête toujours quand on est autour d'une table, c'est toujours cette envie d'immersion et de faire vivre une aventure. Parce qu'on peut facilement le perdre quand on a autant de monde autour de la table et qu'on doit gérer autant d'aspects du mastering. Donc vraiment pas perdre cette idée d'immersion et de vivre une aventure. Ok. Alors, je vous rappelle, le conseil est tout à fait valide, hein. Vous n'êtes pas obligé de donner un conseil pour les tables nombreuses pour cette dernière partie. Si D'accord. si vous trouvez que vous avez un encore meilleur conseil, je sais pas, même un conseil, Après, je sais c'est. pas, faites du sport régulièrement, ça marche aussi. Non, peut-être pas quand Parce même, que, mais voilà. Après, parce que Gazda, le conseil de Gazda, c'est de faire pas de table nombreuse. Non, Vous avez mais c'est compris, je un suis conseil pas qui est fan, valable. mais. C'est un conseil qui est valable pour tous les types de jeux de rôle, que ce soit en table nombreuse ou pas en table nombreuse. De toute façon, Ouais. l'expérience et l'aventure priment avant toute règle, quoi. Donc voilà. Ok. Gazda, du coup.
Moi, ça va être simple, ça va être, choisissez extrêmement bien la personne qui est en face du MJ. Lorsque l'on débute ou même lorsqu'on est confirmé, on a trop tendance à laisser les gens s'installer autour de la table, de manière aléatoire. Quand un scénario se passe mal, on reprend le scénario, on le décortique, on fait: «Où est-ce que ça s'est mal passé? Pourquoi ils ont pas compris?» ce genre de choses. Parfois, un scénario rate complètement juste parce que vous avez mis la mauvaise personne en face de vous. Parce que la personne en face de vous aura 2 objectifs. La première, ça va être, de vous contrer. C'est la personne qui est en bout de table, c'est un peu le patriarche, matriarche. C'est pas le MJ, le patriarche ou la matriarche. Il est juste là pour conter l'histoire et être garant des règles. La personne qui sera en bout de table en face de vous va essayer de vous contrer, de manière ludique, hein. Il va pas juste remettre en cause tout ce que vous allez dire. De manière ludique, lorsque vous allez proposer des épreuves, c'est lui qui va être le premier penseur, qui va ouvrir le débat et qui va le fermer. La seconde chose, c'est qu'il va donner le ton. Si jamais vous faites de l'enquête et que vous placez quelqu'un qui adore casser des tronches lors d'un scénario d'enquête, ça va être simple, ça va être lors d'interrogatoire, ça va être Judge Dredd qui va débarquer, qui va taper sur tout le monde avant de poser les questions et qui, vers la fin, il va faire «Ah, cette zone est pacifiée». C'est pas bon pour le scénario. Donc, il faut vraiment que lorsque vous jouez avec des amis, regardez bien la personnalité de la personne. Est-ce qu'elle est diplomate? Est-ce qu'elle préfère foncer dans le tas? Est-ce qu'elle préfère enquêter? Est-ce que c'est une traître aussi? Ça, pour certains jeux comme Alien, c'est très important. Et vous placez la personne qui est le plus en adéquation avec le thème de votre scénario en face de vous. Et si jamais c'est pour des tables nombreuses, ça sera les 2 personnes. Parce qu'en plus de ça, la personne qui sera en face de vous va vraiment diriger l'équipe et elle va recueillir toutes les informations et donner la direction finale. Ce serait mon conseil, c'est faites attention à qui vous mettez en face de vous. C'est intéressant parce que j'imagine que c'est basé sur une théorie scientifique ou je n'en sais rien. C'est-à-dire, ce serait... Ouais. Corrige-moi. Ce serait l'idée que si la personne est en face de toi, elle a plus de chances d'être la personne la plus proactive. C'est ça? C'est même sûr, à 100%, et surtout qu'elle a un pouvoir de décision. C'est même si vous regardez le Sénat ou ce genre de choses, le président à table avec les députés, c'est toujours la personne qui est au bout qui est la plus influente autour de la table. Est-ce que du coup le conseil ce serait pas de ne mettre personne en face de toi? Ouais, mais là, j'en ai encore pour 1h30 parce que C'est risqué si tu veux, tu risques d'avoir des camps qui vont s'opposer. Alors voilà, ça dépend si tu veux faire une table pair ou impair, et en fonction du chiffre du nombre même autour de la table, ça va changer. Est-ce que c'est des personnes qui vont avoir un but commun? Est-ce que c'est des personnes qui vont, comme tu dis, s'entrechoquer? Comment on place les couples, comment on place les choses? Mais ça sera plus tard, on le développera à mon avis, dans de prochaines vidéos s'il faut. Mais selon la position des personnes et le nombre de personnes, tu les places différemment. Et tu vas voir que toutes tes parties vont se dérouler d'une manière différente. Ouais, c'est un peu comme les formes des théâtres et tout, c'est pas anodin. Genre, l'hémicycle, c'est pour que tout le monde puisse parler. Et dans les systèmes bipartis, je crois qu'ils mettent 2 estrades face à face, enfin des trucs comme ça. Bon, pour les débats, ce genre de choses, c'est à étudier, vous verrez, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas observé ça, faudrait que je fasse gaffe. Mais en fait, à force de faire des parties, comme je te dis, ça fait moins que Dragan, mais quand même, au bout de 15 ans, tu te poses la question, est-ce que ton scénario est cassé ou ce genre de choses, et tu réfléchis plus loin, et tu vois qu'en fait, tout commence à partir de la position des personnes sur la table. Ok, je ferai des tests, du A/B testing. Ouais. Pour répondre à ça, moi sur la table où idéalement j'ai 4 joueurs, je me mets donc au bout de la table et de temps en temps dans la partie, je vais m'asseoir de l'autre côté, histoire de changer le. Oui, c'est vrai que tu m'avais donné ce conseil. Oui. Je vais partir là. Ah bon? Un peu comme les trucs mener debout, mener assis et tout. Mais alors attends, si tu joues à distance, tu fais comment? Genre tu prends plusieurs écrans et tu les... Ah ouais, ça marche pas. Okay. J'ai pas précisé que c'était surtout en présentiel. Ok. Si tu pars, cela dit, sur le mener debout, mener assis, moi je suis type debout, hein, personnellement. Non, moi je suis trop faible. Dragan. Alors, bon, je sais qu'on est sur la chaîne du bon MJ, mais mon conseil s'adresserait plutôt aux joueurs. Et on se pose souvent la question de comment on fait pour faire participer davantage et débloquer la parole des joueurs timides. Alors on peut appeler ça des suiveurs ou pas, j'aime pas trop ce terme-là.
Je pense que ce que les joueurs qui sont à l'aise ou les joueurs qui sont expérimentés devraient faire, c'est de valoriser leurs partenaires. Par exemple, si on a un partenaire de jeu qui joue un éclaireur, un ranger, et qu'on est dans un scénario qui se passe en extérieur avec plusieurs jours de progression, imaginons qu'à la fin de la journée, il ne s'est rien passé, et on peut très bien lui dire bah, heureusement qu'on t'a comme guide. C'est bête à dire, mais moi qui suis un magicien, moi qui suis un citadin, je ne suis même pas capable de faire un feu de camp, et grâce à toi, je ne vais pas mourir de froid cette nuit. Ce genre de petits trucs, en fait, c'est de valoriser l'autre dans son rôle. Je donne un autre exemple. Si on est avec si un PJ, enfin un joueur, même s'il est débutant qui joue un guerrier, on peut lui dire écoute, vu comment tu es habillé, c'est clair que tu t'y connais en combat. Je me sentirais plus rassuré si tu définissais un ordre de marche parce que je sens que c'est pas une bonne idée qu'on avance comme ça de manière désordonnée. Donc, je m'en remets à toi. Le joueur va être obligé de prendre le truc en main et même si lui il n'en sait trop rien, bah, ça va le lancer dans le jeu. Donc il faut valoriser les partenaires de jeu qui sont un peu en retrait. Quand on fait ça, on reconnaît la compétence de leur personnage. Ça les encourage eux à avoir une bonne vision de leur PJ parce que souvent ce qui peut arriver sur certains joueurs expérimentés, c'est d'être tenté de tout gérer. C'est-à-dire gérer la rencontre sociale, gérer les combats, gérer l'exploration, passer son temps à donner des conseils à tout le monde. Mais le jeu de rôle, c'est pas ça. C'est une activité collective. Donc, si on veut que les suiveurs ne soient plus des suiveurs, il faut les aider à se lâcher et reconnaître leur rôle dans le groupe. Ouais, complètement. Et de la même façon, euh, on dit enfin, c'est un peu le cliché dans tous les livres de jeux de rôle. Il y a une partie au début, ils disent qu'est-ce que le jeu de rôle, exemple. Et puis à chaque fois, ça se termine par que faites-vous et hop, création de personnage, tu vois. En fait, que faites-vous, c'est pas toujours c'est pas toujours le meilleur truc à dire. C'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui est plus proactif que les autres et ben plutôt de dire que faites-vous, peut-être dire machin, toi qui es le rôdeur et qui connais parfaitement cette forêt, qu'est-ce que tu penses que vous devriez faire maintenant? Qu'est-ce que tu dis à tes camarades? Et comme ça, bah, déjà ça l'aide, parce que vous auriez aussi simplement pu lui dire que fais-tu? Et peut-être qu'il va être perdu s'il est inexpérimenté, alors que là, ça guide déjà un petit peu, voilà. On remet du contexte, qu'est-ce que tu fais avec ses connaissances, etc. Et ça, c'est vrai que ça marche vachement bien. Ouais. Mais en faisant ça, c'est le meneur de jeu qui lui donne son rôle. Et le meneur de jeu, il fait attention à tout le monde. Le fait que ce soit ses partenaires de jeu qui le fassent, ça va le donner au joueur, ça lui accorde de l'importance et de la reconnaissance. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que finir une partie en se disant bon bah j'ai pas pu en placer une, c'est moi le rôdeur, mais j'ai décidé de rien pendant le trajet. Enfin, c'est un peu dommage. C'est clair. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, si on en revient au vote dans les commentaires, votez pour le conseil de Dragan, il était excellent. Donc Dragan l'emporte. Dragan, je t'envoie ta récompense par Colissimo très bientôt. Une coupe, tout simplement. Je pourrais choisir autre chose que Colissimo, s'il te plaît, mais ça va être un autre sujet. J'enverrai un messager. Du coup, eh ben, on a terminé. J'espère, si vous êtes encore là, que cette table ronde vous a plu. Sûrement que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Si vous voulez participer à ce genre de table ronde ou poser des questions à Dragan, Gazda, Goldie, etc., comme notamment ils sont actifs sur Internet, je vais mettre des liens dans la description, vous me les filerez après, messieurs. Et si vous voulez participer à ce genre de table ronde, bah, venez sur le Discord parce que c'est là que ça s'organise tout simplement. Abonnez-vous, likez la vidéo, même si elle ne vous a pas plu. Parce que comme ça, vous êtes gentils. Ça aide au référencement. Ah ouais, c'est ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que pour vous, Dragan, Gazda et Goldie, ça s'est bien passé? Super. C'est cool. Ouais, pour une première, c'était cool. Très bien. Ah, Gazda, il est déjà en train de se dire la deuxième sera mieux, je vais essayer de me caler dans toutes les tables. non, mais c'est juste que prendre la parole, comme je t'ai dit, c'est compliqué parce que je me mets sur les réseaux sociaux, en lumière que depuis une semaine ou 2 semaines, avec des coups de pied au cul de Dragan, donc du coup, j'ai encore du boulot. Très bien, c'est une sorte d'alliance. Objectif de Gazda sur 2021, devenir un taulier des tables rondes du bon MJ. Ok, bon, en tout cas, voilà.
N'hésitez pas en commentaire si vous avez vos propres conseils ou que vous avez des questions à poser, à les mettre dans les commentaires. Et si vous êtes un maître de jeu débutant, vous pouvez vous rendre sur www.lebonmj.com où vous trouverez un guide qui devrait vous aider. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci beaucoup Dragan, Gazda et Goldie. Et au revoir tout le monde. Au revoir les gens de l'autre côté de l'écran. Salut. Au revoir, merci.